Je me souviens du jour où j'ai tout compris. C'était en triant les affaires, d'un de mes oncles ou d'un arrière-grand-oncle après son décès. Dans une vieille boîte en métal rouillée, j'ai trouvé une liasse de lettres. Des lettres écrites en polonais entre 1920 et 1921. L'écriture, elle était un petit peu fine, élégante. À l'époque, je ne parlais pas polonais, donc je les ai fait traduire. Et là, ça a été le choc. Ce n'étaient pas des lettres de misère, mais plutôt des lettres d'espoir. Mon arrière-grand-père, il décrivait son travail à la mine, ses amis, le prix du pain, et à la fin de chaque lettre, il y avait cette même phrase: «Je vous embrasse fort, l'indépendance a un prix et nous la payons pour vous». Ils ne sont pas partis comme on fuit, ils sont partis plutôt comme on part en mission. Aujourd'hui, on va essayer d'ouvrir dans le podcast du Double K cette boîte à souvenirs ensemble. En 1919, la Pologne respire enfin après 123 ans d'étouffement. Mais la réalité est un petit peu amère. Le pays, c'est un champ de ruines. Les frontières sont encore floues. On se bat à l'est. L'économie est au point mort. La fierté nationale, oui, mais malheureusement, les estomacs vides. C'est un petit peu le grand paradoxe. On a retrouvé sa patrie, mais il faut la quitter pour la sauver. La France, de son côté, saignée par la Grande Guerre, lance un appel du pied massif. Elle a perdu 1,4 million d'hommes. Ses usines du Nord sont pulvérisées. Elle a besoin de bras et vite. La Convention de septembre 1919, c'est un petit peu ce contrat officiel. Mais derrière ce texte administratif, il y a des milliers de destins individuels, des déchirements familiaux. Et ce n'était pas vas-y, trouve un travail, c'était plutôt pars, gagne de l'argent et reviens-nous en aide. La pression sur les épaules de ces jeunes partants était alors immense. Et vous, est-ce que vous auriez eu ce courage, quitter votre pays, non pas par désespoir, mais par devoir? C'est la question que je me suis posée en découvrant ces lettres. Et c'est là que se niche le secret le mieux gardé, celui que nos familles ont souvent tu par pudeur. Beaucoup de ces premiers migrants n'étaient pas des paysans. La Pologne, même si elle était annexée, avait préservé une élite éduquée avec des lycéens, des étudiants, des artistes. Avec l'indépendance, cette jeunesse diplômée s'est retrouvée face à un mur, aucun emploi. Alors, ils ont fait un choix radical, un sacrifice de classe. L'étudiant en philosophie est devenu mineur de fond à Liévin. Le violoniste a pris le marteau-piqueur chez Renault. Pourquoi? En fait, pour deux raisons. La première, elle est évidente, c'est envoyer des francs polonais à la famille. La seconde, un petit peu plus subtile, c'est constituer en France une avant-garde éduquée. Ce sont eux qui, le soir, après le travail éreintant, ont monté les premières bibliothèques polonaises, les troupes de théâtre amateurs, les journaux communautaires. Ils se sont un petit peu déclassés socialement pour préserver la culture polonaise en exil. Leur fierté, ils l'ont enterrée au fond de la mine avec leur casquette. Si cet épisode vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on fasse revivre ensemble ces histoires oubliées. Chaque semaine, on ouvre une nouvelle page de notre mémoire polonaise. Imaginez un petit peu ce voyage. Des semaines dans des wagons bondés, avec pour seul bagage un baluchon et une adresse en français sur un bout de papier. L'arrivée, c'est déjà un choc thermique, culturel et émotionnel. Pour ceux du nord de la France, le paysage est un petit peu lunaire. Les terrils, les chevalets, la suie qui collait un petit peu partout, les corons, même si à l'époque ça ressemblait un petit peu plus à des baraquements, ces maisons basses et donc tout identiques, c'était un petit peu une révolution pour des gens habitués aux maisons en bois coloré
et au grand jardin potager. Et il y a aussi le travail, la mine, un univers de bruit, de poussière et de danger constant. Le racisme aussi, il était violent. Polacs, Bougnoules, on leur reprochait de voler le travail des Français, alors qu'ils faisaient simplement les travaux que plus personne ne voulait faire. Je vous laisse imaginer cette solitude qui devait être déchirante. Je tiens d'ailleurs une histoire d'un ami qui s'appelle Pierre, dont le grand-père, Bronisław, était menuisier en Pologne. Il est arrivé en 1921 pour travailler aux aciéries du Cange, un travail infernal au milieu de la chaleur et du métal en fusion. Un jour, Pierre, il a hérité d'un petit coffret en bois. À l'intérieur, des outils de menuisier miniature parfaitement ciselés. Son grand-père les avait fabriqués nuit après nuit avec des chutes de métal récupérées à l'usine. Il sculptait des outils de bois avec du métal d'acier, me dit Pierre. Ce coffret, ce n'était pas un hobby, c'était plutôt un acte de résistance. Face à l'uniformité écrasante de l'usine, il recréait la finesse de son ancien métier. C'était sa façon de dire: je ne suis pas qu'une force de travail, je suis artisan, je suis un homme. Et vous, quel serait votre coffret à vous, ce petit objet, ce geste qui raconte d'où vous venez? Partagez-moi vos histoires en commentaire. J'en lirai peut-être certaines dans un prochain épisode du Double K. Face à ce choc, ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est là que le choix de 1919 a pris tout son sens. Dès le début des années 20, il y a un réseau incroyable qui s'est mis en place, des paroisses où l'on disait la messe en polonais, des écoles du samedi pour apprendre aux enfants la langue et l'histoire de leurs parents, des sociétés de gymnastique, les soku, pour entretenir le corps et l'esprit patriotique, et des coopératives pour s'entraider. Et surtout, il y a aussi eu des créations d'institutions majeures comme la Bibliothèque polonaise de Paris. C'était une forteresse culturelle. Il reconstruisait symboliquement la Pologne sur le sol français. Le dimanche, même en France, on redevenait polonais, on chantait, on dansait, on parlait de la patrie lointaine. C'était déjà une double vie épuisante mais vitale. Quand j'y pense, ces paroisses, ces associations, ces chants du dimanche, c'était en fait nos premiers réseaux sociaux, des communautés soudées sans Wi-Fi, mais avec une fidélité que l'on ne voit plus souvent aujourd'hui. Si ce passage vous inspire, pensez à liker l'épisode, ça m'aide à faire vivre ces histoires auprès de plus de monde. Alors, comment peut-on déchiffrer l'héritage de ce choix de 1919 dans notre présent? Comment reconnaître les marques de ce sacrifice dans nos propres familles? Ce n'est pas qu'une question de nom ou de plat traditionnel, c'est bien plus profond que ça. Il y a déjà la culture du travail et du silence. Cette exigence de performance, cette peur viscérale du chômage, ce tais-toi et travaille, ce n'est pas un hasard, c'est l'écho direct de la peur de leurs ancêtres. Ensuite, il y a aussi la pudeur des émotions, cette façade un petit peu parfois rude, cette difficulté que certains de nos parents ont eu à dire je t'aime. C'est un petit peu une armure de survie. Et il y a aussi ce réflexe communautaire et la débrouille, cette solidarité familiale très forte, cette capacité à réparer, à ne rien jeter. C'était évidemment le code des corons. Et finalement, il y avait aussi ce rapport ambigu à la France. Un amour profond pour ce pays qui les a accueillis, mêlé à la mémoire des humiliations, une forme de gratitude teintée de fierté et parfois d'une certaine amertume. Comprendre ça, c'est comprendre que le choix de 1919 n'est pas une relique du passé,
c'est plutôt une onde de choc qui se propage encore aujourd'hui. Peut-être que vous avez dans votre famille aussi un parent si taiseux, si travailleur, si fier et si modeste à la fois. En fait, ce n'est pas juste son caractère, c'est un petit peu l'héritage de Yann, Broneswaf, de Zofia. C'est la marque de fabrique de ceux qui sont partis. Alors, quand on parle d'identité, et notamment d'identité polonaise dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on peut se souvenir, elle n'est pas qu'une affaire de papier ou de drapeau. C'est un héritage invisible, gravé dans nos gestes, nos silences, nos manières de dire je t'aime, parfois sans mots. Finalement, l'histoire de l'immigration polonaise de 1919 et des années suivantes, ce n'est pas une simple page d'histoire, c'est plutôt l'histoire d'un pacte générationnel. Nos grands-parents, arrière-grands-parents ont troqué leur confort, leur statut social, parfois même leur santé, contre l'espoir d'un avenir meilleur pour leur patrie et leur famille. Ils ont payé de leur personne le prix de l'indépendance, ils ont construit les routes, les usines et les mines de la France, mais ils ont aussi sauvé l'âme de la Pologne en exil. Leur héritage, ce n'est pas seulement nos noms de famille ou nos traditions culinaires, c'est cette résilience silencieuse, ce courage ordinaire, cette idée que l'on peut tout sacrifier, sauf son identité et son amour pour les siens. Leur histoire, évidemment, elle mérite plus qu'un chapitre dans un livre, elle mérite qu'on la raconte, qu'on la partage, qu'on la fasse vivre. Si cet épisode vous a touché, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne du Double K et partager cet épisode à quelqu'un qui porte, lui aussi, une histoire silencieuse. Et si vous souhaitez prolonger la discussion, n'hésitez pas à me rejoindre en commentaire et racontez-moi votre 1919 personnel. Parce qu'à travers ces récits, c'est notre identité commune que l'on redessine, une mémoire à la fois. Je vous dis dziękuję bardzo. Merci donc de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du Double K. Do zobaczenia.